Le marbre glacé de la salle des signes renvoyait la lumière des lustres en cristal. Une avalanche scintillante qui me rappelait l'aile, éclat froid que Sarah Tess était toujours efforcée d'incarner. Ginny était assise à une table excentrée, vêtue de la seule robe acceptable que je possédais. Une tache modeste dans ce parterre de smoking et de soie coûteuse. Ce dîner de gala, organisé par ma sœur Sarah, célébrait la première année d'existence de la Fondation Antoine Moreau, officiellement dédiée à la mémoire de notre père, mais en réalité, une célébration ostentatoire de l'héritage colossal qu'elle avait entièrement raflé. Depuis le décès du père il y a 18 mois, j'avais été reléguée au rôle de parente pauvre, invitée par pure obligation sociale, comme un fantôme gênant qu'il fallait tolérer pour l'apparence. La musique de chambre, douce et envahissante, ne parvenait pas à masquer le bourdonnement anxieux dans ma poitrine. Je regardais Sarah au loin, près du podium drapé de velours. Elle était l'image même du succès, sa robe d'un rouge éclatant tranchant avec l'atmosphère beige et dorée de la salle. Elle souriait, elle riait, et chaque mouvement de sa main, orné de bijoux que j'avais vus sur ma mère autrefois, respirait une assurance que l'argent et la puissance confèrent. Pendant des années, ma sœur Sarah m'a humiliée. Cette phrase résonnait dans ma tête comme un mantra douloureux, le fil conducteur de mon existence depuis l'adolescence. Elle avait commencé subtilement, par de petites remarques sur mes choix d'études, ma naïveté, mon incapacité à gérer mes propres finances. Puis, les critiques avaient gagné en audace, devenant des jugements publics, surtout après que notre père, affaibli par la maladie, ait commencé à réécrire son testament. Élise, elle est trop sensible, tu sais papa. Elle n'a pas la fibre des affaires. Elle ferait exploser l'entreprise en 6 mois. Des mots lancés avec un sourire faux, une fausse inquiétude qui masquait une ambition d'une noirceur absolue. Je me souvenais de la façon dont elle m'avait humiliée devant le notaire, quelques jours après la lecture du testament où je n'avais reçu qu'une somme symbolique, à peine de quoi couvrir mes dettes. Sarah avait levé les yeux au ciel, m'offrant un chèque personnel. Pour que tu puisses t'acheter une garde-robe décente, Élise. Franchement, ces vieux pulls. Était sa manière de me rappeler, constamment, que ma pauvreté n'était pas une malchance, mais la preuve irréfutable de mon incompétence intrinsèque. J'avais gardé le silence, toujours. Le silence était devenu mon armure, et ma prison. Je me disais que énergie dépensée à me justifier, serait une victoire de plus pour elle. Mais le mépris silencieux qu'elle me témoignait, les regards condescendants qu'elle échangeait avec ses amis lorsque j'osais donner mon avis, avaient creusé une blessure profonde. La douleur invisible était accumulée, année après année, transformant mon cœur en un bloc de glace contenant une rage froide et contenue. Ce soir, la tension était à son comble. Je savais que le moment du toast approchait, le moment où Sarah utiliserait l'hommage à notre père pour cimenter sa position et, par extension, se moquer de ma misère. Elle aimait ces scènes, ces moments où elle pouvait démontrer sa supériorité avec une élégance vénéneuse. Mon verre de vin blanc, à peine touché, réfléchissait les lumières, et mes doigts se crispèrent autour de mon petit sac à main en cuir usé. En secret, je détenais la vérité. Ce n'était pas une simple intuition, ni une supposition amère. Était une preuve, tangible, irréfutable. Un enregistrement audio que j'avais réussi à capter par pur hasard, lors d'une visite chez le père, 3 semaines avant qu'il ne signe la version finale du testament. J'avais laissé mon téléphone allumé dans sa chambre, pensant enregistrer sa toux pour la montrer à son médecin, et il avait capté bien plus que cela. Il avait capté la voix suave, glaciale, de Sarah, en pleine manipulation de notre père, alors qu'il était le plus vulnérable, le plus confus. Je revoyais la scène mentale sans cesse. Le père, les yeux embués, essayant de protester faiblement, et Sarah, le dominant par son assurance. Tu sais bien, papa, Élise est une rêveuse. Elle gaspillerait tout en projets idiots. Ce serait un désastre. Tu dois protéger ton œuvre. Tu dois me la confier, à moi, la seule qui te comprenne vraiment. L'enregistrement prouvait sa manipulation ignoble envers notre père malade, un homme qui avait toujours voulu un partage équitable, mais qui, sous l'emprise de la maladie et des paroles incessantes de sa fille aînée, avait fini par douter de sa cadette. Je pouvais sentir le poids du téléphone dans mon sac. Depuis que je possédais cette preuve, j'avais cessé de me sentir victime. Était devenue une stratège, patiente, attendant l'instant précis où l'impact serait maximal. La révélation ne pouvait pas être faite dans le bureau d'un avocat. Elle devait être publique, humiliante, un miroir renvoyé à la face de Sarah devant son monde, devant les gens dont elle cherchait l'admiration. Sarah monta sur le podium. Un silence poli s'installa, brisé uniquement par le léger cliquetis d'un photographe. Elle ajusta son micro, son sourire plus lumineux que jamais. Ses yeux balayèrent la salle, s'arrêtant un instant sur moi. Dans ce regard, je lus la pitié habituelle, teintée d'une satisfaction méprisante. Elle savait que j'étais là, spectatrice impuissante de son triomphe. Chers amis, chers partenaires, chers membres de la famille. Sa voix était chaude, articulée, parfaitement calibrée pour l'émotion. Elle parla de la grandeur de notre père, de sa vision, de l'honneur qu'elle ressentait à perpétuer son œuvre. Elle décrivit son propre engagement, les nuits passées à ses côtés pour comprendre les rouages de l'entreprise, insinuant qu'elle seule avait fait l'effort. Je me préparais.
J'ouvris mon sac à main, mes doigts tremblant légèrement. Ce N était pas de la peur, était l'adrénaline pure d'une exécution planifiée. Les années de mépris, les larmes essuyées en secret, la jalousie qu'elle avait semée entre nous, tout culminait dans les quelques minutes à venir. Sarah souleva un verre de champagne. La foule l'imita. Elle prit une pause dramatique, son regard se posant à nouveau sur moi, cette fois avec une intention malveillante. Était le moment de la petite piqûre, l'humiliation de clôture, celle qu'elle réservait toujours pour moi. Et je voudrais enfin lever mon verre, dit-elle, sa voix prenant une inflexion plus douce, plus condescendante. Non seulement à la mémoire de notre père, mais aussi à la solidarité familiale. Il est vrai que certaines d'entre nous, elle fit un geste vague vers ma table, n'ont peut-être pas eu la même réussite professionnelle, ou le même sens pratique des affaires. Mais nous devons nous souvenir que nous sommes là pour les soutenir. Le sang me monta au visage. Était l'insulte de trop. Elle se moquait de ma pauvreté, la justifiant encore une fois par mon prétendu manque de capacité, devant une centaine de personnes influentes. Elle levait son verre pour se moquer de ma pauvreté et écho de ces mots résonna dans le silence attentif de la salle. Je me levai. Mon mouvement fut lent, délibéré, mais attira immédiatement l'attention. Sarah sourit, un sourire figé, pensant peut-être que j'allais fuir la salle, submergée par la honte. Elle n'avait jamais imaginé que je puisse avoir une once de courage, ou, plus important, une arme. J'ai saisi le téléphone, ouvrant l'application d'enregistrement. J'avais préparé un câble discret, le branchant rapidement à la sortie audio du podium, que j'avais repéré plus tôt, prétextant un besoin de recharger mon appareil. Était risqué mais nécessaire pour la puissance sonore. Un instant Sarah, dis-je, ma voix étonnamment claire, coupant net son toast. Tous les regards étaient désormais rivés sur moi. Le murmure de la salle était éteint. Sarah baissa son verre, son expression passant de la pitié à l'irritation glaciale. « Élise, s'il te plaît, nous faisons un toast, » dit-elle, tentant de me renvoyer à ma place. « Oui, un toast à notre père, » rétorquai-je, mon cœur battant la chamade, mais ma main parfaitement stable. Un toast à l'homme qui voulait un partage juste. Je m'avançai vers le podium. Avant que nous ne buvions à la fondation, je crois qu'il est essentiel que tout le monde comprenne sur quelle base cette bataille, réussite, a été bâtie. Sarah pâlit, comprenant intuitivement que quelque chose n'allait pas. Elle tenta de s'interposer, sa voix basse et menaçante. « Tu ne vas pas faire de scène, Élise. » Je l'ignorais. Je savais que j'avais l'attention de toute la salle. Leur haine était plus au silence, ni à la peur. L'heure était à la justice. Je pris une grande inspiration, sentant le poids des années de mépris se détacher de mes épaules. Je était plus Élise l'incapable. Était Élise, la détentrice de la vérité. J'ai révélé la vérité. Mon pouce appuya sur l'icône de lecture, et un son clair, amplifié par les haut-parleurs du gala, emplit l'immense salle. Était la voix de Sarah, celle qu'elle utilisait loin des regards. Une voix dure, calculatrice, dépourvue de toute chaleur filiale. La première phrase fut courte, mais dévastatrice. Le son de la respiration sifflante de notre père, suivi de la voix nette de Sarah. « Tu laisses Élise gérer ça, papa, tu es sûr qu'elle fera faillite. Elle est trop naïve. Tu dois changer ça. » Maintenant. Le silence était devenu absolu. Il était si lourd qu'il semblait absorber l'air et la lumière. Était un silence de mort. Un silence que seule la vérité, projetée sans filtre, pouvait engendrer. Les convives, figés, tenaient leur verre à mi-hauteur. Je me tenais devant Sarah, dont le visage était passé du rouge de la colère au blanc de la terreur panique. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais le son suivant qui sortit des haut-parleurs était celui de notre père, faible et hésitant. « Mais, Sarah, ce n'est pas juste pour ta sœur !» Et la réponse de Sarah, amplifiée pour toute la haute société présente, fut le coup de grâce, prouvant sans équivoque la manipulation ignoble. « La justice n'a rien à voir là-dedans, papa. L'entreprise, c'est de l'argent. Et l'argent va à ceux qui savent le garder. C'est pour ton bien que je le fais. » Le mensonge était exposé. J'ai enfin repris ma voix. Et ce jour-là, tout a changé. Le choc était palpable, si intense que j'ai senti les regards se détourner de moi, pour se concentrer uniquement sur Sarah, désormais exposée. Elle était plus l'héritière brillante. Elle était la manipulatrice. Approaching character limit. Stopping naturally after the immediate emotional impact. Le mensonge était exposé. J'ai enfin repris ma voix, et ce jour-là, tout a changé. Le choc était palpable, si intense que j'ai senti les regards se détourner de moi pour se concentrer uniquement sur Sarah, désormais exposée. Elle était plus l'héritière brillante. Elle était la manipulatrice. Le silence qui suivit la dernière réplique du fantôme de Sarah, amplifié par les haut-parleurs du gala, était pas un silence de respect, mais un vide stupéfait, presque palpable. Le clic mécanique de mon téléphone, alors que je coupais l'enregistrement, retentit dans l'immense salle comme un coup de feu. L'air était saturé de l'odeur persistante du champagne et des parfums coûteux, mais sous cette façade de luxe, planait maintenant l'odeur âcre de l'humiliation et de la trahison. Je me tenais devant le podium, mon cœur enfin apaisé.
L'adrénaline se muait en une vague de soulagement froid qui me parcourait de la tête aux pieds. Était la fin de la... Le marbre glacé de la salle des signes renvoyait la lumière des lustres en cristal, une avalanche scintillante qui me rappelait Yal, éclat froid que Sarah Miss était toujours efforcée d'incarner. G était assise à une table excentrée, vêtue de la seule robe acceptable que je possédais, une tache modeste dans ce parterre de smoking et de soie coûteuse. Ce dîner de gala, organisé par ma sœur Sarah, célébrait la première année d'existence de la Fondation Antoine Moreau, officiellement dédiée à la mémoire de notre père, mais en réalité, un monument brillant à la gloire de l'héritière unique. Je sentais le poids de leur jugement, mais était un poids auquel étais habitué, un fardeau que j'avais porté en silence, année après année, depuis que la maladie avait frappé notre père, le rendant vulnérable à la langue lisse et acérée de ma sœur. Je me suis perdu un instant dans la réverbération de la lumière, revoyant l'image de la petite chambre à l'aile, étage de la maison de notre enfance. Ce n'était pas l'île, éclat de ses lustres que je voyais, mais la faible lumière d'une lampe de chevet, projetant des ombres tremblantes sur le visage fatigué de notre père. Était il y a 18 mois, époque où sa maladie progressait le plus rapidement, le plongeant par moments dans une confusion brumeuse. Était la seule à être là, jour et nuit, à gérer les médicaments, les repas, la solitude. Sarah, elle, passait en coup de vent, ses visites calculées pour coïncider avec les heures où équipe de notaire était susceptible d'être présente. Elle portait toujours des tailleurs impeccables, contrastant avec mes jeans fatigués de soignante. Un après-midi, exténué par une nuit sans sommeil, j'avais laissé mon vieux dictaphone numérique sur la commode de la bibliothèque. Je l'utilisais pour enregistrer les instructions du médecin, car la fatigue rendait ma mémoire incertaine. Ce jour-là, étais absenté quelques minutes pour aller chercher le goûter de mon père, le laissant dans son fauteuil roulant devant la grande fenêtre qui donnait sur le jardin. C'est là que Sarah est entrée, sans savoir que l'appareil enregistrait encore, sa petite diode rouge clignotant discrètement sous une pile de magazines. Le souvenir de cet enregistrement m'a traversé le corps comme une décharge électrique, même assise ici, au milieu du luxe tapageur. J'avais découvert l'audio le soir même, en voulant vérifier une posologie. Ce que j'avais entendu n'était pas le son d'une fille aimante réconfortant son père, mais la voix froide et implacable de Sarah, tissant sa toile. « Écoute-moi bien, papa », disait la voix de Sarah, douce comme le miel mais dure comme la glace. « Il faut régler cette question d'héritage maintenant. Tu sais très bien Élise n'a pas la tête à ça. » J'avais serré la mâchoire si fort ce soir-là, que j'en avais eu mal pendant des jours. J'avais continué l'écoute, les mains moites. Elle a toujours été rêveuse, faible, tu te souviens des dettes qu'elle a accumulées à l'université? Elle gaspillerait tout, en moins d'1 an, papa. Nous devons protéger ton patrimoine, ton nom. Elle marquait une pause, laissant le silence faire son œuvre, exploitant la confusion et la fatigue de l'homme qui nous avait tout donné. La réponse de mon père était à peine audible, un murmure faible et hésitant. Mais elle s'occupe de moi, Sarah. Elle est là. Oui, elle est là, reprenait Sarah, avec une condescendance qui me vrillait l'âme. Mais être là ne signifie pas être capable de gérer une fondation, des millions. C'est ma responsabilité, papa. C'est moi qui peux garantir la pérennité de la Fondation Antoine Moreau. Si Élise hérite ne serait-ce que de 20%, cela met en péril tout ce que tu as construit. Dis-moi que tu comprends. Dis-moi que tu vas rectifier ça sur le testament, avant qu'il ne soit trop tard. La fin de l'enregistrement était un soupir lourd de mon père, suivi d'un accord vague, murmuré. J'avais entendu la preuve irréfutable de la manipulation ignoble, l'instant précis où ma sœur, avec une perfidie glaciale, avait justifié qu'elle hérite de tout, en me traitant d'incapable. J'avais transféré l'enregistrement sur un cloud sécurisé, puis sur une clé USB cryptée. Je l'avais cachée, bien plus précieuse que toutes les richesses de cette salle. Cette preuve secrète, je l'avais gardée en silence pendant tout ce temps, portant ma douleur invisible comme une armure. J'aurais pu la dénoncer immédiatement après le décès de mon père et la lecture du testament qui m'avait réduite à une petite rente symbolique, mais je savais que dans le tumulte des tribunaux, l'effet serait dilué, le scandale étouffé. Je voulais que Sarah soit détruite publiquement, devant les gens même qu'elle utilisait pour se construire une façade de respectabilité. Je voulais que la vérité éclate lors d'un événement familial fort, un moment où son arrogance serait à son zénith. Et ce soir, dans la salle des signes, le moment était enfin arrivé. Je suis revenue à la réalité lorsque le tintement d'une cuillère sur un verre a traversé le brouhaha feutré du dîner. Sarah, vêtue d'une robe de haute couture couleur saphir, se levait de sa place d'honneur, un sourire rayonnant, maîtrisé, étincelant. Tous les regards se sont tournés vers elle. Elle a commencé son discours en remerciant les donateurs, vantant les réussites de la fondation durant sa première année. Chaque mot était une caresse pour les égos présents. Chaque phrase soigneusement ciselée pour renforcer l'image de la philanthrope dévouée qu'elle lui était fabriquée. Elle parlait de notre père, Antoine, avec une émotion parfaitement dosée, saluant sa vision gaide et son sacrifice moins des mots qui sonnaient faux à mes oreilles, car je savais ce qu'elle lui avait réellement coûté. Puis, au milieu de l'éloge, elle a fait une pause dramatique, son regard balayant la salle jusqu'à
à s'arrêter sur ma table excentrée. J'ai senti la chaleur monter à mon cou. Elle levait son verre de champagne millésimé, un geste que je savais être le prélude à l'humiliation publique qu'elle réservait toujours pour moi. Et enfin, a-t-elle dit, sa voix portant juste assez pour que toute la salle entende, avec une nuance de fausse compassion qui me donnait envie de vomir, « Je veux lever mon verre à Élise, ma sœur. » Il y a eu un léger murmure dans la foule, un glissement de chaise, car la plupart des invités ne savaient même pas que j'existais, ou du moins, n'avaient jamais été encouragés à le savoir. Élise, qui a choisi un chemin plus modeste, a-t-elle poursuivi, le mot modeste tombant comme une pierre dans l'eau claire. Elle n'a jamais été à l'aise avec les chiffres, ni les responsabilités complexes de l'entreprise familiale. Mais elle a un grand cœur. Mon sang a commencé à bouillir. Elle m'a humiliée encore une fois sous le prétexte d'une éloge. Elle utilisait ma prétendue simplicité pour justifier publiquement l'injustice de ma mise à l'aile. Écart. Je sais que sa situation précaire n'est pas facile, a-t-elle ajouté, son sourire élargissant, cruel et mielleux. C'est pourquoi, en tant que fondation, et en tant que grande sœur, j'ai pris la décision de lui verser une allocation mensuelle spéciale, en plus de sa rente. Un petit coup de pouce, n'est-ce pas? Pour qu'elle puisse vivre dignement, sans les lourdes charges que nous, les administrateurs, devons porter. Les rires discrets ont fusé aux tables voisines. Était la pire des insultes, la pitié déguisée en charité. Elle se moquait ouvertement de ma pauvreté, et de mon incapacité présumée, devant les figures les plus influentes de la ville. Était son ultime humiliation. Elle levait son verre pour se moquer de ma pauvreté, et Nin, éclat du cristal dans sa main reflétait Nin, éclat froid de sa victoire. J'ai senti la poussée d'adrénaline, non pas de la panique, mais d'une résolution glaciale et définitive. Les années de mépris, la douleur invisible, l'injustice du testament, tout s'est condensé en une seule force. Mon corps était immobile, mais mon esprit était en guerre. Alors que Sarah buvait une gorgée de son champagne, satisfaite de l'effet produit, je me suis levée. Mon mouvement était lent, mesuré, sans précipitation. La robe simple que je portais contrastait avec l'opulence de la salle, mais pour la première fois, je me sentais plus puissante que quiconque dans cette pièce. Je savais ce qu'ils ignoraient. Je détenais la vérité. J'ai ignoré les murmures et les regards interrogateurs. Ma main tremblait légèrement, en sortant de mon petit sac, la clé USB, et le câble que j'avais préparé. Mon cœur battait la chamade, mais était un tambour de guerre, pas de peur. Mon regard était fixé sur Sarah, qui, en me voyant debout, a instantanément perdu son sourire de façade. Ses yeux se sont rétrécis, une alarme muette passant dans son expression polie. Elle a posé son verre. « Élise, est-ce que ça va? Tu veux dire quelques mots ?» Sa voix était teintée d'une fausse inquiétude, déjà prête à me couper court si je tentais la moindre plainte. Je n'ai pas répondu. J'ai marché en direction de l'estrade, vers le projecteur et l'aile, écran géant installé pour les présentations de la fondation. Les pas résonnaient légèrement sur le marbre, et je sentais des centaines de paires d'yeux me suivre. J'ai atteint le pupitre où le technicien, visiblement embarrassé, tentait de comprendre ce qui se passait. « S'il vous plaît, lui dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru, même si elle n'était qu'un murmure. Branchez ceci. » Je lui ai tendu le câble et la clé USB. Sarah a fait un pas vers moi, le masque de la compassion s'effondrant pour révéler une panique féroce. « Élise, qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi, ce n'est pas le moment. » Au contraire, Sarah, ai-je dit, ma voix élevant pour la première fois, portant la froideur d'une sentence. C'est exactement le moment. J'ai fait face à la foule. Le technicien, confus, avait obéi. Elle, écran géant, qui affichait il y a une minute le logo soigné de la fondation, est devenu bleu, puis s'est mis à afficher les dossiers de la clé USB. J'ai sélectionné le fichier audio que j'avais nommé, ironiquement, vérité. Vous venez d'entendre Sarah lever son verre. Ai-je commencé? Ma voix tremblante d'une colère contenue. Elle m'a humiliée, justifiant devant vous que je suis incapable de gérer quoi que ce soit, incapable de prendre soin de l'héritage de notre père. Elle a dit cela pour justifier pourquoi elle a hérité de tout. Le silence est tombé sur la salle, un silence si lourd qu'il écrasait le murmure du luxe. Les visages figés, y compris celui de Sarah, dont les yeux étaient maintenant deux fentes de haine et de terreur. Mais en secret, ai-je continué? Ma voix retrouvant une force inattendue, je détenais l'enregistrement audio qui prouvait sa manipulation ignoble envers notre père malade, Antoine Moreau. J'ai appuyé sur lecture. L'onde sonore a rempli la salle des signes. Claire, nette, amplifiée par les haut-parleurs du gala. Était la voix de Sarah, celle du miel et de la glace, l'accusation terrible. Il faut régler cette question d'héritage maintenant. Rara. Élise n'a pas la tête à ça. Elle gaspillerait tout en moins d'1 an, papa. Nous devons protéger ton patrimoine. De la Comte. C'est moi qui peux garantir la pérennité de la fondation Antoine Moreau. Gomp. Dis-moi que tu vas rectifier ça sur le testament, avant qu'il ne soit trop tard. La voix faible et fatiguée de notre père, murmurant son consentement confus, a suivi. Et dans ce silence électrique, ce son a été plus dévastateur qu'un coup de tonnerre. J'ai coupé le son. La salle est devenue silencieuse face à son mensonge. Sarah était livide,
son visage d'un blanc terrifiant sous son maquillage parfait. Elle a fait un pas vers moi, les mains tendues, comme si elle voulait arracher la preuve. Mais elle était pétrifiée, clouée par la honte soudaine et absolue. J'ai enfin repris ma voix. J'ai révélé la vérité, ai-je dit, le regard fixé sur ma sœur, mais m'adressant à tous les convives, les visages des plus influents de la ville maintenant déformés par le choc. La vérité sur la raison pour laquelle je n'ai rien eu. La vérité sur la fondation Antoine Moreau. Ce jour-là, tout a changé. J'ai retiré la clé USB. La justice était en marche. J'ai coupé le son. La salle est devenue silencieuse face à son mensonge. Le silence qui a suivi N était pas un vide, mais une compression de l'air, un phénomène physique qui écrasait les poumons. Il était tapissé du bruit des pensées qui s'entrechoquaient, des jugements qui se reformaient. Elle, éclat des lustres, si triomphant quelques secondes plus tôt, semblait maintenant se déverser sur une scène de crime social. Je pouvais sentir l'odeur du champagne éventé et des parfums capiteux, mélangés à une note âcre de panique. Les convives, ces lions et lionnes du monde des affaires, qui n'avaient pas bougé d'un cil face à des crashs boursiers, étaient figés, les fourchettes suspendues à mi-chemin, leurs expressions passant de la curiosité à l'horreur pure. Était le son du privilège qui s'effondre. Sarah était livide. Le saphir de sa robe, tout à l'heure majestueux, contrastait cruellement avec la pâleur cireuse de son visage. Son maquillage impeccable, son masque d'héritière glaciale, ne tenait plus. Des mèches rebelles, trahissant une tension extrême, échappaient de son chignon parfait. Elle a fait un pas vers moi, les mains tendues, ses longs ongles manucurés ressemblant à des griffes. Un son rauque s'est échappé de sa gorge, une tentative de déni peut-être, ou une menace, mais aucun mot n'est venu. Elle était pétrifiée, clouée par la honte soudaine et absolue, la rage et la terreur luttant sur son visage décomposé. Derrière moi, j'ai entendu le technicien se reculer précipitamment, comme s'il craignait d'être contaminé par cette vérité toxique. Je n'ai pas baissé les yeux. La satisfaction N était pas un plaisir frivole, mais une paix profonde, l'apaisement d'une injustice réparée. Le fardeau que j'avais porté pendant 18 mois, la preuve secrète, le deuil non résolu, l'humiliation constante venait d'être projeté sur elle, sous le regard de son public le plus précieux. Vous venez d'entendre la vérité, ai-je répété, ma voix ne tremblant plus, désormais revêtue d'une autorité que le luxe de ma sœur n'avait jamais pu acheter. Je m'adressais au visage des plus influents de la ville. Aux banquiers qui avaient prêté serment d'allégeance à la fondation. Aux notaires qui avaient supervisé la lecture du testament. Leurs expressions étaient maintenant déformées par le choc et l'incompréhension. La déception. Le scandale. Elle vous a dit que j'y étais incapable. L'ai-je continué, pointant mon regard vers la table d'honneur où le silence était le plus assourdissant. Mais la seule chose dont j'y étais incapable, était d'être aussi perfide qu'elle. Elle n'a pas hérité de la fortune de notre père par mérite ou par vision. Elle l'a volée, mot par mot, profitant de la maladie, de la confusion et de la vulnérabilité d'un homme qu'elle prétendait aimer. Sarah, retrouvant enfin sa voix, a hurlé un mot, une tentative désespérée de reprendre le contrôle, mais sa voix s'est brisée. Mensonge! C'est une contrefaçon! Elle est folle! Son cri, aigu et désordonné, a résonné dans la salle. Vesarite. Si du tout, Aniki, Varite. Dédié à la mémoire de mon père. Je fixais mon verre d'eau, sentant le poids du regard triomphant de Sarah sur moi, comme un projecteur braqué sur ma misère discrète. Sarah, debout près de la tribune en acajou, rayonnait dans une robe rouge profond, sa peau d'albâtre contrastant avec l'île, éclat des diamants qu'elle portait au cou, des bijoux que mon père lui avait offerts, et dont elle m'avait toujours dit que je n'aurais jamais le goût ni la décence de porter. Elle tenait un micro d'une main, et levait de l'autre une flûte de champagne étincelante, prête pour l'apothéose de son petit royaume. Elle avait attendu cet instant précis. La fin des discours officiels, l'estomac des convives apaisé par le homard et le vin millésimé, pour lancer sa dernière pique. Mes chers amis, mes chers partenaires. Commença-t-elle, sa voix suave résonnant avec une fausse émotion. Elle fit une pause, ses yeux cherchant délibérément ma table excentrée. Ce soir, nous célébrons le succès de la vision de mon père, et l'exécution rigoureuse que j'ai pu lui apporter. Elle sourit, un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Tout le monde n'a pas cette chance, n'est-ce pas? La chance d'avoir la capacité, la finesse, l'intelligence nécessaires pour gérer un tel héritage. L'air épaissit autour de moi. Je savais où elle voulait en venir. Elle allait me mentionner, non pour m'honorer, mais pour m'utiliser comme le contre-exemple parfait de son triomphe. Je pense bien sûr à ceux qui, par manque de jugement ou simplement de talent, n'ont pas pu contribuer à la hauteur de ce qu'Antoine Moreau avait bâti, continua Sarah, laissant planer ses mots comme des griffes acérées. Elle balaya l'assemblée d'un regard compatissant, mais son message haine était destiné à moi. Levons nos verres à l'avenir. Un avenir où l'on sait reconnaître et récompenser la vraie compétence, et où l'on protège la fortune familiale des mains incertaines. Elle leva son verre un peu plus haut, et je sentis les regards de quelques invités proches de notre famille se poser sur moi, un mélange de pitié et de curiosité morbide. Elle m'a humiliée une fois de plus, publiquement, devant cette élite qui buvait ses paroles comme du petit lait.
était la goutte de trop après des années de mépris silencieux, la confirmation que pour elle, J, était juste un accessoire servant à accentuer sa propre supériorité. Sarah portait la coupe à ses lèvres, le mouvement étant le signal que la messe était dite, que son règne était incontestable. Ce fut à cet instant précis que je me levai. Mon geste fut lent, délibéré, mais d'une fermeté inattendue. Ma chaise racla légèrement le marbre. Un son minuscule mais étrangement amplifié dans le silence attentif qui était installé avant la gorgée finale de Sarah. Elle s'arrêta net, son verre figé à mi-chemin de sa bouche, la surprise déformant légèrement son visage parfait. « Élise » articula-t-elle, avec une condescendance agacée. « Un problème ? Noutrin »« Leur est-il ? Non, Sarah. Pas un problème, dis-je, ma voix, que j'avais soigneusement travaillée pour qu'elle soit calme et claire, portant sans effort. Je n'avais pas crié. J'avais simplement refusé de me taire. Je crois que ce toast mérite une réponse. Un murmure parcourut les tables. Élise, la sœur effacée, osait interrompre le couronnement de Sarah. Était impensable. Les yeux de Sarah se réduisirent à des fentes glacées, mais elle ne pouvait pas me faire taire immédiatement sans paraître tyrannique. Une réponse, vraiment ? Siffla-t-elle, forçant un sourire glacial. Mais Élise, tu n'as jamais été douée pour les discours. Tu devrais te rasseoir, ma chérie. J'ignorais sa tentative de minimisation. Je n'avais pas besoin d'un micro, je m'avançai de quelques pas vers la zone centrale. Ma robe modeste contrastant avec l'opulence ambiante. La colère froide que j'avais gardée en secret pendant toutes ces années agissait comme un carburant dans mes veines. Ce toast est un mensonge, déclarai-je sans aucune fioriture. Il est basé sur une prémisse de compétence que Sarah prétend détenir, et une incapacité qu'elle a méticuleusement construite autour de moi. Sarah éclata d'un rire forcé, aigu, et peu convaincant. C'est absurde. Elle est ivre, je vous prie de m'excuser, mes amis. Non, je suis lucide, Sarah, rétorquai-je, mon regard ancré dans le sien. Et pour prouver ma lucidité, j'ai apporté la seule chose qui compte vraiment, la vérité. Je fis un signe discret. Au fond de la salle, près de la console de régie où un technicien S était installé discrètement plus tôt sur mes instructions, un projecteur s'alluma soudainement. Le faisceau lumineux frappa le grand écran de projection, initialement prévu pour les photos de la fondation, et il s'illumina d'une simple page noire indiquant « Audio témoignage des U15 décembre ». Sarah pâlit instantanément, comprenant que ce N n'était pas un discours impromptu. Sa posture s'effondra légèrement. « Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ça immédiatement !» cria-t-elle, sa voix perdant son vernis poli. J'avais anticipé sa réaction. Deux enceintes minuscules mais incroyablement puissantes, dissimulées sous les draperies, s'activèrent. Elles n'avaient pas besoin de volume pour être efficaces, elles avaient besoin de clarté. Alors, j'ai projeté l'audio. Le silence dans la salle des signes était déjà perceptible. Mais lorsque la bande commença à défiler, il devint oppressant, absolu. Le son était cru, intime, capturé dans l'atmosphère feutrée de la chambre d'hôpital de notre père, quelques jours seulement avant la signature de la révision testamentaire. La première voix à se faire entendre était celle du père, faible, hésitante, presque un murmure. « Sarah, je ne sais pas si c'est juste. Élise, elle est ma fille aussi. Je ne peux pas la laisser sans rien. » Puis vint la voix de Sarah. Elle était douce, trop douce, comme le miel empoisonné. « Papa, chérie, sois réaliste. Tu as vu comment elle gère son argent. Elle est incapable. Un héritage comme le nôtre serait dilapidé en 6 mois. Pense à ta fondation, à ton nom. Elle n'a pas le niveau, papa. Ce serait un désastre. Tu ne la protèges pas en lui donnant ce qu'elle ne sait pas gérer. » La respiration des convives, le cliquetis d'une fourchette qui tombait sur le marbre lointain, ce furent les seuls sons qui brisèrent l'horreur de l'enregistrement. Les visages se tournèrent vers Sarah, cette femme magnifique et brillante, que l'on venait d'entendre cracher son venin de manipulation calculée. Le père, dans l'audio, soupirait longuement. « Mais elle a besoin d'aide, Sarah. » Et la réponse de Sarah, pleine d'une froideur glaçante qui résonna dans chaque coin de la salle, « Laisse-moi m'en occuper. Je lui donnerai de petites sommes, pour qu'elle se sente soutenue, mais jamais assez pour qu'elle puisse contester ton testament. C'est la seule façon de garantir ta sécurité financière et ta paix, mon amour. Tu es malade, tu as besoin de repos, fais-moi confiance. » Le fichier audio se termina par un clic sec. La salle est devenue silencieuse. Ce N n'était pas le silence poli d'une attente, mais le vide choqué d'un effondrement moral. Les 150 invités, les piliers de la haute société, les amis proches du père, étaient figés. Leurs expressions passèrent de l'incrédulité à la stupeur, puis à une horreur manifeste. Sarah, dont le visage avait viré au blanc crayeux, se jeta vers moi, abandonnant toute dignité. « C'est un mensonge! Un montage grotesque! Elle a truqué ça !» hurla-t-elle, pointant du doigt le projecteur tremblant. Ses mots étaient désespérés, mais ils sonnaient faux face à la qualité brute et l'intimité terrible de l'enregistrement. Je me écartai calmement de son assaut, levant une main pour indiquer que je n'avais pas terminé. « Il ne s'agit d'aucun montage, Sarah, dis-je. Ma voix maintenant pleine d'une autorité que je n'avais jamais possédée. Cet enregistrement a été fait le 15 décembre.
lorsque j'ai senti que la vulnérabilité de notre père était exploitée. Il l'avait lui-même installé un dictaphone pour enregistrer ses propres pensées, craignant de ne plus avoir toute sa tête. J'ai découvert cet enregistrement par accident, longtemps après sa mort. Je fis face à l'assemblée, les balayant du regard. Vous avez entendu la vérité. Non seulement elle m'a humilié pendant des années en me traitant d'incapable pour justifier son vol, mais elle a sciemment manipulé un homme malade et mourant pour se garantir l'exclusivité de son héritage. Je repris ma voix. Une voix que j'avais cachée, étouffée, par peur et par chagrin pendant trop longtemps. J'ai révélé la vérité. La vérité que Sarah était une prédatrice, une menteuse. Et que la fondation Antoine Moreau N était que le piédestal de son égoïsme. Elle n'a pas exécuté la vision de mon père, continuai-je, ma voix tremblante d'une indignation juste. Elle a volé la voix d'un homme faible pour s'enrichir, puis elle a utilisé cet argent, le mien, pour vous asseoir à ces tables somptueuses et se vanter de sa compétence. Et Eric. Sarah était maintenant en larmes, des larmes de rage impuissante. Elle tentait de parler, mais les mots se brisaient dans sa gorge. C'est faux, c'est une folle. Un homme d'affaires respecté, un ami de longue date de mon père, monsieur de Villiers, se leva lentement de sa table. Il ne dit rien, mais son regard de dégoût jeté à Sarah parlait plus fort que n'importe quel cri. Il s'inclina légèrement vers moi. « Élise, je suis profondément désolé, dit-il, sa voix grave brisant le silence total et choc général. Le château de cartes de Sarah S. écroulait en un instant cinématographique. Les invités, pris entre la honte d'avoir été complices silencieux et la révélation brutale, commencèrent à se lever, non pour applaudir, mais pour fuir la toxicité soudainement exposée. Sarah, l'agresseur exposé et démoli publiquement, réalisa la portée de sa chute. Elle, éclat de ses diamants, semblait ridicule, vulgaire. Elle avait perdu non seulement sa fortune morale, mais aussi son statut social, le seul pilier sur lequel elle avait bâti son existence. Elle se précipita hors de la salle des signes, sa robe rouge de triomphe se transformant en un drapeau de disgrâce, les talons claquant frénétiquement sur le marbre. Personne n'essaya de la retenir. Je restai seul un instant au centre de la salle, les lumières des lustres se réfléchissant sur le vide laissé par son départ. Je ne ressentais pas de joie triomphale, seulement un soulagement immense, la fin d'une asphyxie qui avait duré des décennies. J'avais finalement repris ma voix. Madame de Villiers s'approcha de moi, me prenant les mains. « Élise, votre père aurait été si fier. Vous êtes courageuse. » Ce jour-là, la justice ne fut pas lente et procédurière. Elle fut immédiate et publique. Les conséquences légales suivirent, bien sûr, l'enregistrement étant une preuve irréfutable de la pression abusive exercée sur le père. Les avocats s'en emparèrent dès le lendemain matin. Sarah perdit le contrôle de la fondation, et l'héritage fut réévalué. Mais l'argent N n'était pas l'essentiel. L'essentiel, Zag, était la vérité rétablie devant ceux qui nous avaient jugés. Ce jour-là, tout a changé. J'ai repris ma dignité. Les âmes oubliées retrouvent parfois le pouvoir. Non pas par la force, mais par la vérité gardée en secret et révélée au moment précis où l'agresseur pense avoir définitivement gagné. Mon silence avait été mon bouclier, et mon enregistrement, mon épée. Je N était plus l'incapable. J était Élise, et J était enfin libre. 18 276 caractères. Je restai seul un instant au centre de la salle, les lumières des lustres se réfléchissant sur le vide laissé par son départ. Le bourdonnement des conversations était éteint, ne laissant qu'un silence caverneux, immense. Ce N était plus le silence oppressant qui précédait une sentence, mais un vide que je pouvais enfin remplir avec ma propre présence, sans la crainte d'être effacé. Le lustre en cristal de Bohême, qui avait toujours symbolisé la richesse étincelante et froide de notre famille, projetait des éclats sur le marbre immaculé, révélant la seule trace physique de la confrontation. La flûte de champagne que Sarah avait laissé tomber, dont le liquide zès, était répandu comme une tache de sang sur le lin blanc d'une table. Je ne ressentais pas de joie triomphale, cette satisfaction mesquine que Sarah aurait ressentie à ma place. Je ne ressentais qu'un soulagement immense, la fin d'une asphyxie qui avait duré des décennies. La pression constante sur ma poitrine, le nœud permanent dans mon estomac, tout cela se dissolvait. J'avais finalement repris ma voix, non pas en criant, mais en laissant la vérité parler pour moi. L'air sentait encore le parfum opule d'Élie et le résidu métallique de la peur et de la rage, mais ces odeurs se dissipaient, emportées par la honte. Madame de Villiers s'approcha de moi, me prenant les mains avec une douceur inattendue. Ses yeux, habituellement vifs et critiques, étaient empreints d'une profonde tristesse et d'une admiration sincère. « Élise, votre père aurait été si fier. Vous êtes courageuse, » murmura-t-elle, sa voix se brisant légèrement. Elle tenait mes mains, des mains que Sarah avait toujours considérées comme faibles et inaptes à la gestion. Leur contact était chaud, un ancrage dans la réalité après le chaos. « Je n'avais plus le choix, madame, » répondis-je, sentant mes propres lèvres trembler légèrement, un contre-coup émotionnel que je était refusé pendant l'affrontement. L'humiliation publique devenait une tentative de réécriture de l'histoire.
Je devais rétablir sa mémoire autant que ma dignité. Monsieur de Villiers, qui se tenait à ses côtés, acquiesça gravement. Il était un homme d'une intégrité reconnue dans le milieu financier. Et son approbation muette était, pour moi, la première pierre d'une reconstruction sociale. D'autres invités, qui n'avaient pas fui immédiatement, se rapprochaient non pas par curiosité, mais avec une expression de demande de pardon silencieuse. Ils avaient été dupés par le spectacle de Sarah, fascinés par sa façade de compétence impitoyable. Maintenant, ils voyaient la fragilité morale sous les diamants. Je les observais. Ils étaient les témoins involontaires de ma résurrection. Leur jugement, autrefois un poids, était désormais mon allié. Ce jour-là, la justice ne fut pas lente et procédurière. Elle fut immédiate et publique, frappant Sarah là où cela faisait le plus mal. Sa réputation et son image. Le coût d'un dîner, la saveur d'un homard, le millésime d'un vin, tout cela était insignifiant face à la valeur d'une réputation détruite en direct. Je voyais dans les yeux des convives la réalisation douloureuse qu'ils avaient acclamé la prédatrice et ignoré la victime. Les conséquences légales suivirent, bien sûr. L'enregistrement, d'une clarté dévastatrice, était une preuve irréfutable de la pression abusive exercée sur le père, documentant non seulement la manipulation, mais aussi la préméditation du déshéritage. Les avocats, qui avaient toujours traité mes protestations avec un scepticisme poli, s'en emparèrent dès le lendemain matin avec une avidité nouvelle, voyant dans cette bande audio non seulement une affaire juteuse, mais un scandale qu'ils ne pourraient ignorer. Sarah perdit le contrôle de la fondation immédiatement, suspendue de ses fonctions par un conseil d'administration paniqué et soucieux de se distancier du scandale. L'héritage fut réévalué.